Ingérence, tentative de déstabilisation, nostalgie de l'apartheid. En tout cas, l'ancien et nouveau président américain, Donald Trump, se fait l'avocat des fermiers blancs sud-africains que le pouvoir de leur pays, dominé par l'ANC, voudrait prétendument déposséder. Donald Trump a annoncé qu'il souhaitait couper les financements américains à l'Afrique du Sud. Il accuse le gouvernement sud-africain de violer les droits de l'homme avec une nouvelle loi sur l'expropriation des terres. Sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé que l'Afrique du Sud confisquait des terres et traitait certaines personnes très mal. Il a parlé d'une violation massive des droits de l'homme qui, selon lui, vise les fermiers blancs. Il a aussi déclaré qu'il ouvrirait une enquête sur cette loi et qu'il couperait tout financement futur jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Le président Cyril Ramaphosa a répondu que le gouvernement n'a confisqué aucune terre. Il affirme que cette loi vise à corriger les injustices de l'apartheid quand la majorité noire avait été dépossédée de ces terres. Alors, Fabrice, certains observateurs posaient Donald Trump en président isolationniste, en rupture avec l'interventionnisme des démocrates ou des néoconservateurs républicains à la George W. Bush. Mais là, il se mêle de tout dans le monde entier et il s'attaque à l'Afrique du Sud avec une rhétorique d'un nostalgique de l'apartheid. Comment le comprendre? Alors, moi, je ferais une analyse à deux échelles. D'abord, ce n'est pas très surprenant venant de Donald Trump, au risque de titiller ou de contrarier ceux qui en sont extrêmement fans sur le continent. Ce n'est pas du tout surprenant pour moi, venant de quelqu'un qui a une idéologie assez réactionnaire et ultranationaliste. Maintenant, il faut observer l'entourage du bonhomme. Elon Musk étant quasiment aujourd'hui le deuxième personnage, sinon le premier bis des États-Unis d'Amérique, il faut se rappeler que Elon Musk est à la fois très proche des milieux d'extrême droite ultranationalistes américains, mais qu'il est lui-même sud-africain, qu'il a critiqué cette loi sud-africaine, qu'il a des origines à la fois africanaires, mais aussi qu'il a un grand-père maternel qui vient du Canada, qui était un ancien sympathisant nazi, et que effectivement, il y a dans la filiation, dans l'origine plutôt de ce personnage, quelque chose de très axé sur le repli identitaire. Ce n'est absolument pas surprenant. Aujourd'hui, cette loi que l'Afrique du Sud souhaite appliquer, et les autorités sud-africaines l'ont expliqué, c'est aussi une façon de réparer d'une certaine façon les injustices qui ont été faites pendant la période, à la fois pendant la période coloniale, mais dans toute la période de la ségrégation, parce que je rappelle que d'abord pendant la période coloniale, il y avait ce qu'on appelle le Native Land Act, qui empêchait en fait les Noirs sud-africains à la fois d'acheter ou d'occuper des terres en Afrique du Sud. Donc pendant des années, les Noirs sud-africains ont été quand même extrêmement lésés dans l'accession aux terres, à leurs terres en fait. Ce qui fait qu'il y a des choses quand même assez hallucinantes. C'est que les Blancs sud-africains qui correspondent à peu près à 7% de la population ont à peu près 70% des terres en Afrique du Sud. Ce qui est quand même... Et cette réforme, elle est plutôt modeste. Oui, l'enjeu, c'est 30 alors, à 40% des terres agraires, et c'est vraiment un certain nombre de modalités qui préservent le fameux droit à la propriété. C'est incomparable avec, par exemple, ce qu'a fait Mugabe au Zimbabwe, parce que là, on parle aussi de réparation juridique pour ceux qui se verraient saisir leur propriété. L'autre échelle sur laquelle je pose mon analyse, c'est qu'en fait, Donald Trump n'en a rien à faire de l'Afrique du Sud, je pense, parce que on parle de 440 millions d'aides américaines qui vont être suspendues, même du point de vue sud-africain, 440 millions. millions. De la lutte contre le sida. 440 millions d'aides américaines, c'est à peu près 0,12% du PIB sud-africain, qui est aux alentours de 377 milliards de dollars. C'est une goutte d'eau
Et je pense que ça repose aussi, d'une certaine façon, l'utilité de certaines aides qui peut-être ne favorisaient pas directement les populations. La véritable analyse que moi j'en fais, c'est que cette action et cette pression que mettent les États-Unis sur l'Afrique du Sud, c'est aussi quelque part des représailles vis-à-vis de ce qu'a fait l'Afrique du Sud l'année dernière. Rappelez-vous, l'Afrique du Sud a poursuivi Israël auprès de la Cour internationale de justice pour génocide, pour ces massacres à Gaza, en Palestine. Donc, il y a une façon aussi, une volonté de se venger, en fait, quelque part, parce que les Américains, on le sait, sont très proches d'Israël. Ce n'est pas étonnant que ça arrive dans une période où Benjamin Netanyahou est en visite aux États-Unis. Je pense que c'est aussi une représaille vis-à-vis de l'Afrique du Sud pour avoir osé poursuivre le principal allié des États-Unis devant une Cour internationale de justice. Alors, Norbert, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, va plus loin et accuse carrément l'Afrique du Sud d'anti-américanisme. Le sénateur Ted Cruz, qui s'occupe de l'Afrique, illustre cela par la demande faite à la délégation de Taïwan, dans le pays de Nelson Mandela, de déménager ses bureaux hors de Pretoria. Taïwan, donc l'ennemi de Pékin, des Chinois. Trump identifie l'Afrique du Sud comme un membre des BRICS hostile à son pays. On imagine que les États-Unis vont jouer la carte du Nigeria, du Kenya ou même du Rwanda contre l'Afrique du Sud dans les années à venir. Alors que la nation arc-en-ciel vient de perdre des soldats au Congo. La nation arc-en-ciel, à mon sens, n'existe plus depuis la mort de Mandela. C'est comme ça qu'on l'appelait. Bon. Je sais bien, mais c'était une illusion. On l'a bien vu. On l'a vu entre 2008 et 2009 avec les émeutes qui ont ensanglanté l'Afrique du Sud, lorsque des milices sont allées s'en prendre aux populations immigrées venues du Zimbabwe. Bon, là, moi je pense qu'effectivement le dossier des BRICS compte beaucoup, avant même déjà l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. L'Afrique du Sud est l'un des membres fondateurs des BRICS. D'ailleurs, c'est la dernière lettre de BRICS, le S, c'est l'Afrique du Sud. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui secoue le département d'État depuis le départ. C'est pas étonnant. Bon, après, Fabrice a 1000 fois raison. Le fait que Elon Musk soit originaire de ce pays le rend d'autant plus sensible, voire épidermique, à toutes les questions qui touchent aux Blancs sud-africains, lesquels, effectivement, se sentent menacés depuis qu'ils ont perdu le pouvoir. Ils se sentent menacés, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de grand homme qui incarnait leurs valeurs. Ils s'adaptaient. Le Parti national sud-africain gouverne dans certains États en alliance plus ou moins nette avec l'ANC. Le DA, le Parti des libéraux blancs, est dans la coalition avec l'ANC. L'ANC a préféré le DA au Economic Freedom Fighter de Julius Malema. En fait, du temps de Thabo Mbeki, c'était déjà légèrement différent d'avec Mandela, mais ça allait pour eux. Et puis ensuite, les successeurs n'ont pas manqué de les inquiéter de plus en plus. On en est là. Et puis Mugabe, qui avait donné l'exemple de l'autre côté de la frontière. Mugabe qui était très populaire en Afrique du Sud. Hein. Voilà, donc c'était... oui, ce sont des gens qui sont inquiets, et ils sont minoritaires, ils se demandent ce qu'ils vont devenir, alors qu'ils sont là depuis très très longtemps, c'est leur pays. Tout ça ne et là-dessus, leur frère est devenu un grand quelqu'un aux États-Unis. Albert. Oui, mais cette question, je pense que c'est déjà un débat interne au sein de l'ANC. Il y a un groupe qui soutient cette approche avec la loi sur la terre. Il y a un autre qui n'en fait pas vraiment son combat. Parce que l'ANC, il y a des cadres qui ont vécu en exil, à l'extérieur, il y a ceux qui sont restés à l'intérieur. Il y a très souvent des contradictions, notamment autour de cette question des terres. Mais ce qui s'est passé, c'est un vieux débat.
mais ils ont reculé avec les sanctions que le Zimbabwe, la situation que le Zimbabwe a connue après la réforme à l'époque de Mugabe. C'est pourquoi ils ont un peu freiné. Maintenant, ça revient. Souvenez-vous des divergences entre Malema et les autres. Ils les accusent d'être alignés sur les politiques libérales des autres. Et maintenant, ce problème se pose actuellement dans un environnement où il y a le BRICS, dans un environnement où il y a la guerre en Ukraine. Et je pense qu'avec l'arrivée de Trump, tous ces effets-là, donc on prend la situation interne et la situation géopolitique au niveau international, ça fait que Trump prenne position en faveur de cette minorité blanche. Mais je ne sais pas comment est-ce que... Et du coup, il crée un problème international, parce que c'est un problème national, c'est un problème local. C'est pas un gros problème en réalité aujourd'hui. Oui. Mais en le médiatisant, Trump l'aggrave. Oui, il prend position pour la minorité blanche, mais avec la présence pour pouvoir aussi alimenter le fantasme du racisme anti-blanc. C'est un des marqueurs de l'extrême droite. Moi, je vois plus le côté économique. Trump, c'est un homme d'affaires. C'est un homme lié aujourd'hui à... Comment il s'appelle Elon Musk. Oui. Donc, avec ce monsieur, je pense qu'il y a une influence. Il essaye d'utiliser l'influence qu'a les États-Unis, Trump, pour essayer de régler ce problème face à la pression au sein de l'ANC, pour notamment traiter la question des terres, qui est un problème qui date de plusieurs années. En tout cas, petit témoignage, j'étais en Afrique du Sud. Mandela, il me semble que Mandela a eu à faire des compromis dans ce sens. Lorsqu'il était question de sa libération, ils ont discuté de toutes ces questions. Voilà pourquoi, pendant son règne, ce problème ne se posait pas. Ça commençait à se poser avec, je crois, Zuma, qui incarnait l'aile dure, qui voulait absolument qu'on puisse remettre les terres. En tout cas, moi, petit témoignage, j'étais en Afrique du Sud en 2002 et il y avait une grande cérémonie dans un stade de Durban et Robert Mugabe avait été bien plus applaudi que Thabo Mbeki parce que justement cette question de la terre et de la réparation de l'injustice de l'apartheid, c'est une question qui mobilise en fait un grand nombre de Sud-Africains. Wilfried, Trump, c'est l'ingérence, c'est une volonté de déstabilisation. Qu'est-ce qui le motive dans ce dossier sud-africain ? C'est à la fois tout et rien. Trump fait du Trump. On va dire qu'il est bien placé pour se plaindre de ce qu'il appelle une expropriation en Afrique du Sud, quand on sait comment les États-Unis ont été formés. Et comment il veut aussi vider Gaza pour se l'approprier. Oui, effectivement. Il est approprié par le verbe. Oui, c'est-à-dire les États-Unis dont la naissance littéralement repose sur la décimation, aussi bien sur le plan militaire, quand ils n'ont pas amené des maladies, la variole, le typhus, la syphilis, pour anéantir ce qu'on appelait des Indiens, parce que Christophe Colomb ne savait pas se servir d'un gouvernail et d'une carte. Donc aujourd'hui, il nous explique qu'il est très choqué du fait que les Sud-Africains blancs se fassent exproprier. C'est comme ça qu'ils regardent la chose. Ce qui n'est pas le cas. Il faut ce qui n'est pas le cas du tout. C'est d'ailleurs très aberrant de regarder les choses sous cet angle. Vous êtes moins de 10% de la population et vous possédez près de 80% des terres arables. Ça n'a absolument pas le moindre sens. Et même sous Mandela, d'ailleurs, on peut le lui reprocher parce que Mandela s'était engagé à ce que la communauté noire dispose, tu l'as dit Fabrice, entre 30 et 40% des terres. Ça obéit davantage à une certaine logique que... On est toujours à ces chiffres-là, hein. C'est pas une révolution. Justement, et actuellement, depuis Mandela, on n'a même pas atteint les 10%, c'est-à-dire la minorité blanche, moins de 10% de la population, a quand même encore, pour elle seule, la quasi-totalité des terres. Je veux dire, même pour le dernier des aveugles, cela devrait être préoccupant, cela devrait... En tout cas, l'absurdité
de la chose devrait être flagrante, mais on est dans une logique où on se comporte en terrain conquis dans des lieux où on n'a pas négocié pour récupérer les terres. Je veux dire, quand les Afrikaners sont arrivés, ce n'est pas par le dialogue politique qu'ils ont accaparé et qu'ils ont récupéré la totalité des terres. Au contraire, ils ont imposé leurs lois. Et là, on est dans une optique de négociation, de réforme. On ne dit à aucun moment qu'on va tout prendre. Et ceux qui ont pris par la violence, ceux qui ont pris par la force se montrent absolument choqués par la manœuvre. Autant je suis d'accord qu'il ne faut pas confier des terres aux gens parce qu'ils sont noirs. Il faut confier des terres aux gens parce qu'ils ont le know-how, le savoir-faire pour rentabiliser la terre, pour que l'Afrique du Sud conserve plus ou moins sa capacité d'autosuffisance. Mais autant se montrer choqué du fait que 10%, on veut prendre un peu de la quasi-totalité de ce que 10% de la population possède, ça n'a absolument pas le moindre sens. Il est évident que vous avez quelqu'un comme Elon Musk aux côtés de Donald Trump. Il est nommé ministre de l'efficacité gouvernementale et donc, dans une logique d'efficacité d'action, on va dire ça comme ça, Elon Musk influence, ou du moins Donald Trump fait un geste en direction de Elon Musk en disant « Bon, je vais faire un statement sur les questions sud-africaines et ça va faire bouger les lignes. » Mais je suis persuadé du fait que l'Afrique du Sud n'a pas à s'inquiéter de l'approche américaine parce que de toute façon, Trump aurait supprimé les 440 milliards d'aides, vu qu'il a supprimé sur la quasi-totalité des pays dans le monde. 40 milliards d'aides Millions, enfin. Vu qu'il a supprimé dans la quasi-totalité des pays, excepté Israël ou dans une certaine mesure l'Égypte pour les raisons qui sont évidentes, voilà, autant l'Afrique du Sud déjà elle peut s'en passer parce que cela représente un pourcentage très faible. De deux, je ne pense pas qu'il y aura plus que ça en termes d'intervention américaine. En revanche, il pourra peut-être privilégier d'autres partenaires. On pense au Nigeria, au Kenya, à d'autres pays. Et donc, du coup... Ce n'est pas toujours une mauvaise chose pour les pays de se passer des grandes puissances d'hier. À force de croire que en muselant tout le monde, les États-Unis sortiraient gagnants. Quand on produit, on a besoin de la clientèle. Quand quelqu'un dépend de nous, d'une certaine façon, on dépend de lui également. Avec cette cavalcade, cette avalanche de mesures de rétorsion, de mesures de sanctions contre littéralement la planète entière, les États-Unis pourraient, d'une certaine manière, également en payer le prix. C'est pour ça qu'on a ce net recul sur les questions canadiennes, sur les douanes avec le Canada, sur les questions mexicaines également, et qu'on a ce moratoire dans les discussions avec la Chine parce que il y a une réelle politique qui nous apprend que les États-Unis ne sont pas un vase clos qui peut sanctionner tout le monde sans en payer le prix soi-même. Le mot de la fin, Norbert ? Oui, l'or. Le mot de la fin, c'est l'or. On ne l'a pas évoqué, mais également. L'Afrique du Sud est un très gros producteur d'or. Du temps de l'étalon or, c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le système monétaire international était basé sur l'or. Et à cette époque, la Russie, enfin l'URSS, était premier producteur mondial et l'Afrique du Sud, deuxième producteur mondial. Il était impératif de faire en sorte pour les alliés occidentaux que l'Afrique du Sud ne tombe pas dans l'escarcelle de Moscou parce que sinon c'était... L'URSS à l'époque. Voilà, l'URSS aurait dominé le monde grâce au système monétaire international qui était né de Bretton Woods. Aujourd'hui, l'or, ça peut redevenir un sujet. Pourquoi ? Parce que les BRICS peuvent potentiellement être une menace pour le dollar. Or, les BRICS, moi, les rares études que j'ai vues passer sur le sujet envisageraient de s'intéresser beaucoup à l'or en Afrique. S'intéresse beaucoup à l'or dans les pays du Sahel, les pays de l'AES, l'or. Si c'est ça qu'ils ont en tête, c'est-à-dire de créer une alternative à une monnaie de réserve que la Chine émettrait, donc qui serait basée sur des réserves en or, l'Afrique du Sud devient stratégique. Et on en revient à la même problématique. Il n'est pas question que cette monnaie, qui serait le yuan, et qui deviendrait un redoutable concurrent du dollar, tombe dans le giron
des BRICS, et donc de Moscou et de Pékin.